le monde entier, on constate un abandon de l'orthodoxie et le sérieux budgétaire par les États. Même les plus libéraux ont procédé à des injections massives dans l'économie pour sauvegarder les emplois, soutenir les entreprises et le pouvoir d'achat des ménages. Les politiques sociales considérées comme des hérésies chez les néolibéraux paraissent aujourd'hui comme des leviers incontournables et la seule réponse valable à cette crise socio-économique. La crise du coronavirus a tout chamboulé. Des puissances économiques mondiales telles que l'Europe et les États-Unis paraissent aujourd'hui comme les pays du tiers-monde et se trouvent incapables de subvenir aux besoins d'une population désemparée face à la propagation du virus. Dans ce cadre, faut-il un retour en force de l'État protecteur comme alternative pour alléger les souffrances, relancer l'économie et sauvegarder les emplois et le pouvoir d'achat des populations, ou continuer les dogmes de plusieurs décennies du libéralisme à outrance? En tout cas, les moments de crise sont des meilleures opportunités pour opérer les changements profonds. Notre spécialiste et expert en finance et fiscalité internationale, Monsieur Rachid Traili, docteur en finance, va nous éclairer dans ce domaine par sa thématique d'intervention, les politiques fiscales comme réponse à la crise du Covid-19, enjeux et opportunités. À vous la parole, Monsieur Rachid Traili. Merci beaucoup. Donc, je vais charger ma présentation. Alors, d'accord, on vous attend. Parfait. Alors, télécharger. En cours, télécharger. Le temps que le téléchargement s'installera, je tiens quand même à vous remercier pour votre invitation. Je suis sincèrement très honoré par cette participation et j'espère être à la hauteur de vos attentes. Et donc, je vais commencer ma présentation. J'ai intitulé cette présentation les politiques fiscales au pluriel comme réponse à la crise du coronavirus, les enjeux et les opportunités. Je vous présente alors le plan, donc je fais suivant. Donc la présentation que j'ai décidé de vous faire, je vais vous emmener on va remonter un petit peu plus le temps à partir de 2008 pour essayer de vous raconter cette petite histoire, pour essayer de bien rappeler d'où on vient. Je considère personnellement qu'aujourd'hui, toute problématique de gouvernance fiscale, on ne peut pas l'initier sans prendre en compte tout ce qui a été fait, et plus particulièrement après la crise financière de 2008. Et donc, c'est l'objet de cette première partie, d'où on vient. J'aimerais bien attirer votre attention sur les enjeux d'un nouvel ordre fiscal mondial qui s'est installé de 2008 à 2020. Ensuite, on va arriver à la station Covid-19 en 2020. Que je considère comme étant une crise sur fond de crise. Donc, ça n'arrange pas totalement les choses pour finalement essayer de voir quelles sont les mesures de soutien qui ont été mises en place au niveau de l'Union européenne et particulièrement les pays membres du G20 et de l'OCDE. Pour essayer de vous présenter quelque part le cadre qui permet de voir quelles sont les opportunités pour mettre en place un nouveau système fiscal. Donc, la première partie, en fait, ce qu'il faudrait savoir, c'est que jusqu'en 2008, il y avait quasiment une absence de coopération fiscale entre l'ensemble des États de la planète. Et en fait, de 2008 à 2020, ce qui a été fait en termes de législation fiscale nationale et internationale au niveau mondial n'a jamais été fait depuis l'histoire de l'humanité.
Si on prend une échelle de 100, si on avait fait quelque part de 1 à 15 ou 16, ben on a fait tout le reste, 1 à 15, depuis le début de l'humanité jusqu'à 2008. Je considère que 95% de ce qui a été fait, il a été fait de 2008 à 2020. Pourquoi? Parce que jusqu'en 2008, il y avait quasiment une absence de coopération entre les États. Du coup, les fiscalités étaient principalement marquées par des conventions d'élimination de double imposition. Et donc, la fiscalité directe était principalement basée par un principe d'imposition des résidents sur leurs revenus mondiaux et les non-résidents sur le revenu de source locale. Du coup, à partir de là, les entreprises, les grandes entreprises et les multinationales ont exploité quelque part les failles de ces conventions fiscales qui avaient pour objet d'éliminer les doubles impositions pour finalement réaliser plutôt plusieurs possibilités de non-imposition et de mettre en place de véritables optimisations fiscales. Du coup, de mon point de vue, la fonction fiscale, qui était dans un premier temps, jusqu'en 2008, quelque part une simple fonction support, du coup, elle se trouve comme un véritable centre de profit. Vous pouvez chercher sur Internet. En fait, on peut rapidement trouver des multinationales largement déficitaires avec des capitalisations boursières énormes, exponentielles, qui ont mis en place des triple dips, des sandwichs hollandais, des montages d'optimisation, où en fait, ils sont partout et c'est ces multinationales qui décident de localiser les profits là où ils veulent. Ce phénomène, il a donné quoi? Il a donné un phénomène finalement de fraude fiscale très très importante. La fraude fiscale elle-même, du coup, elle est devenue un sujet totalement médiatique et traité par la société civile. 2010, on a vu des gouvernements qui ont décidé d'acheter des données volées concernant des fraudeurs. 2014, il y a eu le LuxLeaks. 2015, il y a eu le Panama Papers. 2017, il y avait le Paradise Papers. 2019, on a vu le Mauritius Leaks. Du coup, il y a eu directement un constat flagrant, c'est qu'on a des États qui financent des politiques publiques par l'endettement. Or, il y a un manque énorme et important en matière de fraude fiscale. Dans le monde, c'est très très difficile d'estimer. Il y a des estimations, mais c'est très très difficile d'avoir des chiffres très 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 exacts. On parle de 250 à 500 milliards, dont 150 milliards concernant les grandes fortunes. J'estime c'est des calculs très 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 conservateurs. L'Union européenne, le chiffre qui revient, on est entre 120 et 150 milliards de dollars. En France, 20 à 80 milliards de fraude fiscale. Il y a un chiffre qui circule également. Il faut savoir que les États-Unis, ils sont quelque part le premier pays, un des premiers pays également victimes de cette fraude fiscale. On estime à 2100 milliards de dollars de profits cumulés par les entreprises américaines qui sont localisées dans des paradis fiscaux. Résultat, on arrive à un phénomène qui est le suivant, c'est que quelque part, il y a eu une libéralisation des économies, la libre circulation des capitaux, la libre circulation des services et des marchandises, la fin des contrôles d'échange. Ok, ça c'est le premier constat, mais cette libéralisation de l'économie, elle a été totalement décorrélée par rapport au maintien du caractère très 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 local des souverainetés fiscales des États. Donc, on a des entreprises qui agissent globalement et on a des États qui, eux, ils agissent localement. Ça a donné quoi comme conséquence? Première conséquence, on a une augmentation d'une pression fiscale sur les facteurs de production qui ne sont pas mobiles. L'exemple le plus simple, c'est la TVA et l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Eux, ils ne peuvent pas facilement bouger. Du coup, la conclusion de cette première partie, c'est que les règles de fiscalité qui ont été élaborées au début du XXe siècle ne sont plus adaptées à l'économie mondialisée avec une forte digitalisation et de plus en plus importante. Ensuite, les enjeux. Les enjeux, du coup, ça a donné quoi? Ça a donné une intervention
des autorités régulatrices au niveau international, je pense au Forum mondial, je pense à l'OCDE, qui ont décidé d'intervenir après la crise de 2008. Donc, première station 2009. 2009, la fin du secret bancaire en obligeant la Suisse à coopérer avec l'ensemble des administrations fiscales et la mise en place d'un processus de transparence par la circulation et le transfert et l'échange de l'information financière et fiscale, selon des normes. Dans un premier temps, c'était l'échange sur demande. Ensuite, on a mis en place un échange automatisé d'informations. 2010, les Américains, ils ont décidé de taper fort. Ils ont mis en place la loi FATCA. La loi FATCA, tout le monde le sait, elle a été mise en place, adoptée et mise en vigueur adoptée en 2010, mais mise en vigueur en 2014. Et les États-Unis sont les premiers à bouleverser quelque part ce système qui est resté pendant des années sans trop bouger. Donc, ils ont bouleversé tout le monde, puisque de façon unilatérale, ils ont exigé un échange automatique et spontané de l'ensemble des FFF, des Financial Companies. Et du coup, ça, c'est la première réaction. La deuxième réaction. Troisième réaction, en 2012, les pays du G20 ont demandé à l'OCDE de mettre en place un projet de 15 actions BEPS. Tout le monde le sait. De 2012 à 2015, l'OCDE et le Forum mondial ont travaillé sur les actions BEPS. 2015, il y a eu la publication définitive de l'ensemble des 15 rapports concernant les 15 actions. 2014, on a décidé de faire un échange automatique généralisé. C'est le FATCA généralisé. C'est pour ça que FATCA, pour moi, c'était juste uniquement la partie immergée de l'iceberg, la partie immergée de l'iceberg. L'autre partie, c'est à partir de 2014, on exige un échange généralisé et de façon automatique de l'ensemble des informations à caractère financier et des informations à caractère fiscal. 2015, on a eu la conférence internationale de l'ONU à Addis Abeba. Qu'est-ce qui ressort de cette organisation? Un sujet parmi les sujets les plus importants de la déclaration d'Addis Abeba, c'est qu'ils estiment que dans le monde, on a explosé l'aide financière internationale et du coup, il faudrait mobiliser les ressources publiques internes pour l'ensemble des pays pour assurer un financement durable. On ne peut plus se baser uniquement sur les aides internationales. Et ensuite, 2016, l'OCDE et le Forum mondial ont décidé de mettre en place un cadre inclusif pour étendre la transparence fiscale aux autres pays non membres de l'OCDE. Donc, il y a eu des standards, 4 standards minimum, pour assurer le succès de cette stratégie globale et mondiale qui est considérée comme une guerre internationale contre les fraudes fiscales internationales. Dernier élément de la série 2018, la directive européenne dénommée DAC6, qui met la charge quelque part sur les intermédiaires. Quand je parle d'intermédiaires, c'est les conseils fiscaux. Les conseils fiscaux, juste pour avoir une idée, les conseils fiscaux, ce n'est pas une critique, mais ils ont une implantation mondialisée et ils sont partout. Et leur tissu, il dépasse totalement le tissu même des représentations diplomatiques et consulaires de beaucoup de pays. Donc, ils sont partout, ils accompagnent ces entreprises et ces multinationales. Du coup, l'Union européenne a considéré qu'il faudrait également impliquer les conseils fiscaux et les intermédiaires pour les obliger à déclarer spontanément tous les dispositifs transfrontaliers qui, quelque part, représentent des optimisations, des montages d'évasion ou d'évasion fiscale. Donc, ça, c'est ce qu'il y a quelque part. C'est comme ça que, pour moi, il y a une naissance de ce nouvel ordre fiscal international, caractérisé finalement par 3 éléments.
un phénomène généralisé de la collecte massive des données et de renseignements. Donc, du coup, bâtir une politique fiscale ne peut pas passer sans la collecte massive de données et de renseignements. Ça, c'est le trait qu'on constate dans tous les pays membres, tous les pays du G20 et tous les États membres de l'OCDE. Ensuite, finalement, les politiques fiscales ne peuvent plus relever uniquement de la seule souveraineté des États et des juridictions nationales, puisqu'il y a ce nouvel ordre fiscal international. J'y reviendrai un petit peu plus tard dans la présentation. Deuxième partie, donc on arrive au Covid-19, que j'intitule « Une crise sur fond de crise ». Du coup, en fait, pour moi, je considère que la crise de 2008, elle a perduré dans le temps jusqu'en 2019. On n'en parle plus, il y a eu des petites mémoires, mais j'estime que personnellement, la crise de 2008, elle est restée jusqu'en 2019. Pourquoi? Parce qu'on a des économies qui sont dopées par les banques centrales. On a toujours vu une concentration sur cette période de taux d'intérêt négatif. Pour moi, je considère que c'est une contre-nature conventionnelle. Donc, celui qui s'endette, il s'enrichit. Or, c'est contraire à la théorie économique de Keynes. Une forte inégalité des revenus, des taux de chômage de plus en plus élevés, une précarité sociale dans beaucoup de pays industrialisés. Et ensuite, des déficits qui sont persistants dans beaucoup d'économies également développées, alors qu'on a vu de plus en plus dans des rapports du FMI, de l'OCDE, que du côté des pays émergents et des pays en voie de développement, on a vu une certaine croissance qui s'est stabilisée. Et donc, ensuite, on arrive à donc des finances publiques qui sont lourdement endettées. Le dernier communiqué du Fonds monétaire international estime un passage d'endettement mondial de 83 en 2019 à 96%. L'endettement des États-Unis, il explose de toujours, ce sont des chiffres 2019-2020, j'ai oublié de préciser. Donc les États-Unis passent de 109% à 131%, rien que pour l'effet Covid, c'est énorme, c'est énorme. La zone euro, on passe de 84 à 97%. La France, elle a passé la barre magique quelque part des 100%, donc on peut facilement arriver à 115% à la fin de l'année. L'Allemagne, qui est quelque part le représentant de cette rigueur budgétaire, il augmente de 9 points leur endettement. Et donc ça, c'est la station Covid tout de suite. Qu'est-ce qu'elle a généré et de quelle façon elle s'est installée sur un fond de crise qui a déjà perduré jusqu'en 2019. Ensuite, j'arrive à ma dernière partie pour vous présenter les opportunités. Ça serait trop prétentieux de ma part de pouvoir faire dérouler une série de mesures pour dire que, voilà, pour avoir une meilleure gouvernance fiscale, voilà la recette magique. Aujourd'hui, personne ne peut dire qu'il a véritablement une recette magique. Donc, j'ai opté plutôt par une vision beaucoup plus large pour vous présenter en 2 temps tout de suite les mesures fiscales d'urgence à court terme. Donc, j'ai recensé ce qui a été mis en place dans tous les pays du G20, les pays de l'OCDE, donc un report des délais et des échéances fiscales, le remboursement des crédits d'impôt, des suspensions de contrôles fiscaux, une baisse des prélèvements à la source, des annulations de charges sociales, plus des aides, voire même des recapitalisations d'entreprises publiques, alors même que les entreprises publiques, avant même ces recapitalisations, on était à pratiquement 20%. C'est le pourcentage au niveau mondial des participations publiques dans des entreprises privées, mais avec une bonne participation des États. Donc, on va encore exploser ces participations. Ensuite, j'arrive vraiment à mon cœur de sujet, c'est les opportunités. Quelles sont les opportunités pour pouvoir mettre en place
une nouvelle politique ou des nouvelles politiques fiscales dans le contexte actuel. Et donc, j'ai opté plutôt par une présentation qui cible plutôt les critères et les drivers qui sont déterminants pour mettre en place ces nouvelles gouvernances fiscales. J'ai retenu finalement 4 éléments. Le premier critère, c'est la stabilité. Le deuxième, c'est la justice fiscale. La troisième qui s'impose, c'est la conformité. Aujourd'hui, on ne peut pas mettre en place un système s'il n'est pas conforme avec les normes internationales. Et ensuite, il faut quand même qu'il soit attractif parce que pendant longtemps, et on va rester encore pendant des années et des années, c'est la règle du marché, on est sur une concurrence fiscale internationale. Donc chaque État ne peut pas faire tout seul dans son coin sa politique fiscale sans prendre en compte ce qui se passe et ce qu'ils ont fait les autres pays. Donc je vais vous présenter ces quatre drivers, ces 4 éléments déterminants. Et donc, vers un système fiscal plus stable. C'est très, très important, la stabilité d'un système fiscal. Pourquoi c'est très important? Tout simplement parce que j'ai travaillé sur des législations fiscales internationales de pays européens où, personnellement, le constat qui ressort, c'est une modification permanente et continuelle des textes fiscaux. Ça crée une instabilité. Il y a même des dispositifs fiscaux qui sont modifiés d'une année sur l'autre, voire plusieurs fois au titre d'une même année. Et ça existe. Dans certains pays, on peut dans certains pays, voir rapidement que l'article même qui définit tout simplement un bénéfice net, le profit des entreprises, c'est le b.a.-ba, c'est très très important. Il a été changé 60 fois en moins de 40 ans. Il y a des années où ce même article a été changé 3 fois, et donc on a eu 3 versions différentes au titre d'une même année. C'est impressionnant. Du coup, dans certains pays, on voit qu'on peut facilement changer le code général des impôts, on peut le renouveler en 3 ans. C'est une vision un peu théorique, on garde des choses, mais le taux de rotation est tellement élevé qu'on peut facilement arriver à changer totalement le code général des impôts. Ensuite, ce que j'ai appelé le deuxième point de tax code overtaxed, c'est que tout simplement, on a assisté à un grossissement sans précédent des codes généraux des impôts, des codes généraux des impôts. Donc, et donc, l'exemple le plus frappant, c'est celui de l'US Tax Code. C'est le code général américain, le code général des impôts américain, l'équivalent. Tout simplement, pour avoir une idée, en 1914, ce code avait 400 pages. On est en 2020, ce même code dispose de plus de 70 000 pages. C'est énorme. Je parle que du code lui-même, je ne parle pas des autres textes parce que dans toutes les législations fiscales au niveau mondial, on va voir des textes, mais on va également voir quelque part la traduction de ces textes. Quand je parle de traduction, ce sont toutes les instructions administratives qui présentent aux contribuables, que ce soit personnes physiques ou personnes morales ou des entreprises, et elle leur présente sa version des faits. Sa version des faits, des fois, sa présentation, son interprétation des textes. Et donc, je ne compte pas tous ces éléments-là. J'ai travaillé avec l'OCDE sur des problématiques. J'étais représentant de délégation gouvernementale. Il faut savoir que les 15 actions BEPS, quand je fais uniquement le nombre total de pages, j'arrive à un peu moins de 2000 pages. En 2018, nous avons travaillé sur un document qui fait 50 pages, 49 pages exactement, et qui traite des transactions financières. Il faudrait trouver les règles pour déterminer le profit entre sociétés du même groupe quand ils mettent en place des transactions financières, un prêt-emprunt, des garanties, des cash pools, etc. Je ne rentre pas dans les détails. Et donc, on a publié un premier projet, un draft de 49 pages. Il faut savoir que ce draft de 49 pages a fait l'objet de un peu moins de 1000 pages de commentaires. Pour vous dire que c'est très très important qu'on va vers une politique et des textes qui sont de plus en plus complexes, de plus en plus changeants, de plus en plus volumineux. En France, notre code général des impôts, il fait plus de 2000 pages, 2063 pages exactement, j'ai vu ce matin.
L'Allemagne, ils n'ont pas véritablement de code, ils ont des textes, comme ce qu'avait le Maroc à un moment donné avant de tout unifier. Donc, ils ont des textes, un texte sur l'IS, un texte sur l'IR, etc. Quand je fais j'additionne l'ensemble, j'arrive à un peu moins de 900 pages. Je me suis amusé ce matin à voir le code général des impôts marocains. On est à 640 pages, c'est raisonnable quelque part, c'est raisonnable. Donc, un système fiscal, une politique fiscale, elle doit être, un système fiscal, il doit être stable, il doit être lisible, il doit être simple, il doit être accessible. Ensuite, deuxième driver, un système fiscal doit être juste. C'est très, très difficile. Je me rappelle quand j'étais sur le bord en classe à l'ENA et ensuite après dans des universités, il y a des professeurs qui nous ont enseigné la théorie de l'impôt et parmi les éléments qu'on retient, c'est qu'un impôt doit être juste. C'est très difficile. C'est quoi un impôt juste? On peut en discuter pendant des années. Je ne sais pas si on arrive à trouver à se mettre tous d'accord. Ce que je peux tout simplement dire, moi j'aime bien les chiffres, je peux tout simplement dire que le monde n'a jamais été aussi riche. De 1950 à 2020, en moins de 70 ans, le produit mondial brut, qui est la somme des PIB bruts de chaque pays, il a été multiplié par 7, alors que la population mondiale a doublé. Ok, donc on est riche, le monde est riche. Mais malheureusement, il y a pas mal de contrastes entre les profits comptables et les déficits fiscaux. On retrouve très facilement des entreprises qui sont largement bénéficiaires comptablement, mais avec des déficits fiscaux, avec des capitalisations boursières exponentielles qui distribuent des dividendes, mais qui déclarent des déficits. Voilà, c'est la règle. Je ne parle pas de fraude. C'est comme ça que c'est fait parce qu'il y a une accumulation de choses. Ce sont les codes fiscaux, ils sont faits de cette façon. Du coup, ça a donné quoi comme phénomène? Des pressions fiscales trop concentrées. Trop concentrées, concentrées sur la TVA, concentrées sur les personnes physiques. Et donc, la théorie a totalement changé. On considère que les entreprises, c'est elles qui créent de la valeur. Et donc, il faudrait déplacer les bases imposables vers les personnes physiques. Et c'était comme ça. Du coup, cette vision des choses, je pense à un moment donné, on voit ses limites à chaque fois, à chaque crise. Et donc, de mon point de vue, une fiscalité doit être juste. Pour qu'elle soit juste, elle doit être réalisée sur une base consensuelle, sur une approche consensuelle, ensemble, pour essayer de déterminer les éléments sur lesquels il faudrait jouer pour pouvoir essayer d'agir sur ces inégalités économiques et sociales. Ensuite, le troisième élément, c'est la conformité. La conformité, donc, vous vous rappelez juste un petit peu avant, je vous ai évoqué, j'ai essayé de décrire tout simplement ce nouvel ordre fiscal mondial qui a quelque part bousculé ce désordre qui a existé et continue toujours à exister. Je vais dire deux mots. C'est que pour moi, personnellement, je considère que ce nouvel ordre fiscal mondial a été élaboré par le G20, par les pays membres de l'OCDE. Du coup, les pays émergents et les pays en voie de développement n'ont pas participé à ces discussions. Et donc, s'ils n'ont pas participé à la discussion, ils se trouvent un petit peu privés, mais par contre, ils doivent en plus se conformer, donc ils doivent se mettre en conformité. C'est le cadre inclusif. Je peux très facilement, parce que je n'ai pas beaucoup de temps, je vois que j'ai déjà dépassé, et donc ce nouvel ordre fiscal mondial, il est caractérisé par 4 marqueurs. Un, une définition très réduite de la notion des paradis fiscaux, et donc qui est basé principalement sur des taux d'imposition très faibles ou nuls. Du coup, tout de suite, on peut benchmarker et isoler les entreprises qui présentent ce critère. Et donc, on n'a pas pris en compte la complexité et surtout, l'opacité des systèmes fiscaux et financiers, qui sont, de mon point de vue, des critères beaucoup plus importants. Parce qu'on peut facilement, en prenant ce critère, et ces critères, on pourrait facilement élargir la liste des paradis fiscaux si on intègre cette complexité et cette opacité. Deuxième driver, deuxième marqueur, c'est ce que je qualifie de name and shame. C'est tout simplement ce nouvel ordre a mis tout de suite en place
des listes noires et des listes grises de paradis fiscaux. Donc tout le monde a fait sa liste, l'OCDE, le Conseil ECOFIN, l'Union européenne. Et donc chacun sa propre liste. Et bon, il y a des éléments qui sont communs entre les listes, il y a des pays qui sont communs. Troisième driver, c'est l'examen par les pairs. C'est que pour assurer la conformité, les pays du G20, les membres de l'OCDE, ils envoient des examinateurs. Et donc, ce sont des experts qui vont évaluer les politiques fiscales mises en place par ces pays-là, par l'ensemble des pays qui sont sous le cadre inclusif, et les autres également. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est plus les pays sous le cadre inclusif. Et donc, du coup, même ces pays, même s'ils sont quelque part évalués, examinés, ce sont des élèves, mais qui deviennent également en même temps des professeurs, puisque s'ils sont examinés, ça leur donne le droit d'examiner les autres. Donc, un élève qui n'a pas encore bien compris sa leçon, mais qui devient tout de suite professeur, et ça a été trop vite, c'est trop rapide pour tout le monde. Dernier marqueur, dernier driver pour moi, c'est l'hypothèse implicite, tu taxes ou je taxe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement qu'à un moment donné, on a vu dans toutes les juridictions quelque part de ces pays, quand je parle de ces pays, c'est les membres de G20 et les membres de l'OCDE, ils ont développé, ils ont mis en place des textes et des législations fiscales de façon à aller chercher même les entreprises qui sont installées dans les pays émergents, et à chaque fois qu'ils constatent qu'il y a des taux qui sont très faibles, ça leur donne le droit d'imposer. Et ça, c'est nouveau. Ça a existé dans des régimes fiscaux, dans des fiscalités de pas mal de pays, mais ce qui est nouveau, c'est cette généralisation du phénomène. C'est que ça a créé un déplacement et un mouvement des bases fiscales sans précédent. C'est un phénomène sans précédent. Du coup, ça donne quoi? Tout ça, tout simplement, ça a donné une certaine technologie fiscale. Moi, je parle de technologie fiscale. Je ne l'ai jamais trouvé sur Google, mais sincèrement, c'est en rédigeant hier que je vois tout simplement que c'est devenu une véritable technologie. C'est comme si on parle de la technologie numérique, de la technologie industrielle. Il faut faire un transfert de technologie, il faut s'approprier la technologie. Je considère finalement que le constat suivant, on ne peut pas bâtir une politique fiscale, une gouvernance fiscale conforme si on ne s'approprie pas cette technologie. C'est très important. Il faut se l'approprier. Ensuite, donc, je continue. Le dernier élément, c'est que un système fiscal doit être attractif après tout. C'est un défi pour les administrations fiscales. C'est un défi énorme pour les responsables politiques et les gouvernements de beaucoup de pays. Mais là, aujourd'hui, on est au Maroc, donc j'essaie d'adopter un petit peu ma réflexion par rapport aux pays émergents et pays en voie de développement. Donc, ce qu'on peut dire d'un système fiscal attractif, c'est que tout simplement, il faut éviter une lecture tout simplement linéaire de l'attractivité. Je pense à tout ce qui est attribution d'exonération, des proliférations de mesures fiscales dérogatoires, des multiplications de niches fiscales. C'est finalement, on arrive à un phénomène où est-ce que tout est taxable, mais tout est optimisable. Certes, c'est une stratégie, mais on peut faire mieux. On peut faire largement mieux. Même si on a vu cette complexité, mais je considère personnellement que dans l'histoire de l'humanité, on n'a jamais eu autant de leviers pour pouvoir mettre en place un véritable système fiscal robuste et attractif en même temps. Mais pour le faire, il faudrait quand même maîtriser la logique des flux physiques et des flux financiers mondiaux. S'il faudrait la dire autrement, un fournisseur, une entreprise chinoise qui veut faire un deal avec une entreprise en Russie, elle est obligée de passer par certaines places financières, je ne peux pas les citer tous. C'est que tout simplement, il faut imaginer qu'il y a des routes, comme vous voulez passer, quand vous décidez de passer votre code de la route, vous devez connaître la conduite, vous roulez dans des routes, dans des highways, dans des routes nationales, des routes départementales. Mais il faut s'imaginer, il y a des routes, même des pistes qui ne sont pas du tout goudronnées. Il faut s'imaginer dans vos esprits qu'il y a exactement la même chose
au niveau des flux financiers au niveau mondial. Et donc, il y a la même chose, il y a des maps qu'on peut imaginer de façon virtuelle, qu'on ne peut pas, un Indien ne peut pas, je dis n'importe quoi, c'est juste pour vous donner un exemple, un Indien ne peut pas vendre un Russe sans passer par le luxe, par Amsterdam, par Londres, c'est comme ça. Ben, on ne peut pas aujourd'hui bâtir si on ne comprend pas ces logiques financières, parce que ce sont des logiques d'entrepreneuriat, ce sont des logiques qui ont été bâties par des financiers, par des entrepreneurs, c'est leur langage. C'est leur langage. On ne peut pas aujourd'hui faire une gouvernance fiscale si on ne parle pas le langage des entreprises. C'est comme si vous voulez partir au Japon et tous les Japonais parlent que japonais. Ben vous devez parler japonais. Ben, il faut parler le langage des entreprises. On ne peut pas mettre en place une gouvernance fiscale du bureau. Non, ça ne se fait pas. Il faut connaître le monde de l'entreprise. Troisième élément, il faudrait appréhender les subtilités des régimes fiscaux étrangers. Une gouvernance fiscale ne se fait pas tout seul, on ne le fait pas tout seul. Il faudrait comprendre les régimes fiscaux étrangers parce que s'il faudrait vous donner une image, on pourrait imaginer l'entreprise, c'est vous quand vous êtes dans votre supermarché en train de vouloir faire les courses, ben les courses, les rayons, ce sont les États et les entreprises, c'est vous. Donc vous êtes libre et totalement libre d'acheter ce que vous voulez dans les rayons. Ben, il faudrait imaginer les entreprises exactement dans cette situation. Ce sont les entreprises qui circulent et qui ont décidé et qui décident de localiser là où ils veulent les IP, donc les incorporels, les sociétés routinières, le distributeur, le fournisseur. C'est elles qui décident. Il faut tout simplement savoir que dans les 84 000 milliards de dollars de PIB mondial, il y a un peu, on va vers 60%, ce sont des services. Et plus de 70%, ce sont des transactions uniquement intra-groupes. Donc, pour pouvoir mettre en place une gouvernance fiscale, il faut comprendre là où est la valeur. Elle est où la valeur d'abord? Et comment elle circule? Il faudrait la comprendre. C'est très, très important. Il faut également comprendre et intégrer qu'un système fiscal, ce n'est pas quelque chose de inerte. Une fois qu'on a décidé en 2020 de faire un système fiscal, de le mettre en place, ça y est, c'est terminé, on a fait le job et on s'en va circuler, il n'y a rien à voir. Non, il faudrait, c'est quelque chose de vivant, c'est vivant. C'est comme un être vivant, mais c'est quelque part, c'est quelque chose de vivant et donc il faudrait maintenir une réactivité permanente à chaque fois. Tout ça, on a dit beaucoup de choses, j'ai dit beaucoup de choses sur cet élément, ce sujet-là. Il ne faudrait pas oublier le moteur quand même de chaque politique fiscale, ce sont les administrations fiscales. C'est l'administration fiscale qui constitue le moteur, c'est la stratégie, c'est elle qui va rouler cette stratégie, c'est elle qui va rouler le système fiscal. Donc il faudrait la doter de moyens, il faudrait lui donner tous les moyens, parce que vous vous rappelez, juste à l'instant, j'ai évoqué des échanges, une généralisation d'échanges, donc il y a des datas, tout le monde depuis 2016, 17, 18, c'est des gros tuyaux de data, tout le monde échange avec tout le monde. Donc une administration fiscale qui doit porter sur son dos un système fiscal attractif, elle doit être vraiment dotée de moyens pour pouvoir gérer et capitaliser sur ces datas et donc pour assurer sa véritable fonction. Donc il faudrait l'aider pour pouvoir réaliser une véritable mutation du numérique. Elle-même, elle doit réaliser cette mutation. Voilà, je m'excuse, j'étais très long, j'ai explosé mon record de 20 minutes, mais bon, le sujet est très passionnant et donc je voulais à tout prix voilà, vous livrer le maximum de messages en se basant sur ma modeste expérience. Merci beaucoup, j'ai terminé. Merci Monsieur Traili Rachid pour votre présentation très riche, très claire aussi. Et bien détaillée, et je ne manquerai pas de dire très pertinente. J'ai déjà reçu des messages des invités qui demandent le partage de votre présentation. Merci beaucoup. Bon, lors de la présentation de M. Traili, il a soulevé la problématique de la régulation fiscale au niveau international en raison des mutations profondes que connaît l'économie mondialisée. Ensuite, il a développé
les nouvelles normes fiscales internationales mises en place pour lutter contre l'évasion fiscale pratiquée par les grands groupes financiers industriels et les multinationales. Pour conclure, en suggérant une réflexion d'ensemble pour évaluer les enjeux soulevés par le nouvel ordre fiscal international et saisir les opportunités des évolutions géopolitiques internationales tout en assurant une fiscalité plus juste et attractive pour les entreprises avec une approche bien sûr consensuelle, comme il a dit. Bien évidemment, tout en assurant une fiscalité juste, stable et attractive pour les groupes et les investisseurs capables d'immuniser les pays émergents des impacts pervers sur l'économie induite par l'épidémie actuelle ou future.